Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Allo Docteur. Nous parlerons du diabète. Avec nous pour en parler, le docteur Bienvenu Nzuzi Mbembo. Il est le président de la Fondation Kwanzambi. Bonsoir docteur. Vous allez donc nous parler du diabète. J'étais en train de le dire tantôt. Actuellement, 24 millions d'Africains adultes sont diabétiques. Des statistiques qui pourront être revues à la hausse selon des estimations de la Fédération internationale du diabète. Alors, première question, c'est quoi le diabète? Merci Madame Esther. En fait, le diabète, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par une hyperglycémie chronique. Et cette hyperglycémie chronique est due soit qu'au défaut de production de l'insuline au niveau du pancréas ou à une mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules. L'insuline, c'est l'hormone qui régule la glycémie et cette hormone est produite au niveau du pancréas. Il existe combien de types de diabète? Il existe 4 types de diabète. Donc, il y a les diabètes de type 1, qu'on appelait dans les temps le diabète insulinodépendant, c'est-à-dire le diabète de jeunes, qui survient souvent avant 40 ans et où la plus grande partie est concentrée avant 20 ans. Et il y a aussi le diabète de type 2, qui généralement survient après 40 ans, qu'on disait dans les temps le diabète non insulinodépendant ou le diabète de la maturité. Il faut noter que c'est ce diabète qui représente plus ou moins 95% de tous les diabétiques du monde. Donc, c'est réellement ce type de diabète qui constitue un véritable problème de santé publique. Nous avons aussi le diabète gestationnel, c'est-à-dire que c'est le diabète qui est caractérisé par une augmentation de la glycémie chez une femme enceinte, c'est-à-dire qu'une femme qui n'a jamais eu de problème de diabète, qui voit sa glycémie augmenter pour la première fois pendant la grossesse. Ça, on appelle ça le diabète gestationnel. Et il y a aussi les autres types de diabète. Dans ces autres types de diabète, nous avons le diabète secondaire, qui peut être secondaire à une maladie au niveau du pancréas, telle que la pancréatite chronique, comme aussi ça peut être dû soit aux effets secondaires des médicaments. Il faut noter qu'il y a certains médicaments qui entraînent une hyperglycémie chronique telle que les corticoïdes, c'est que nos jeunes dames ont l'habitude parfois de prendre pour gagner du poids, malheureusement sans se rendre compte qu'au-delà du poids qu'elles gagnent pour raison de beauté, ils s'exposent aussi à un véritable problème de diabète. Et c'est quoi la différence entre les diabètes de type 1 et les diabètes de type 2? Le diabète de type 1 et le diabète de type 2, la première différence, c'est d'abord l'âge de survenue. Comme je l'ai dit tantôt, quand on parle de diabète de type 1, généralement on dit que c'est le diabète de jeunes, c'est-à-dire qui arrive souvent avant 20 ans. Et le diabète de type 2, c'est le diabète de l'adulte qui survient souvent après 40 ans. Mais l'âge n'est pas le seul facteur de différenciation, mais il y a aussi le mode de survenue. Pour le diabète de type 1, là, le pancréas ne sait pas produire de l'insuline, c'est-à-dire qu'il y a absence de production de l'insuline qui est due à quoi? C'est-à-dire que l'organisme produit des auto-anticorps qui détruisent les cellules bêta des îlots de Langerhans. Les cellules censées produire de l'insuline sont détruites parce que l'organisme les considère comme des corps étrangers, les attaque et les détruit. Donc, c'est ce qui explique le diabète de type 1. Par contre, le diabète de type 2, son mode d'installation, c'est l'insulinorésistance, c'est-à-dire une mauvaise utilisation de l'insuline par les cellules. Mais il faut aussi noter qu'on peut aussi trouver le diabète de type 1 chez les adultes. Ce qui est exceptionnel, ça peut représenter 3% des cas de diabète, c'est ce qu'on appelle le LADA, c'est-à-dire que vous avez un diabétique adulte, mais qui a aussi une destruction des cellules bêta des îlots de Langerhans, alors que la morphologie présente mieux le signe d'un diabète de type 1, mais par rapport à son âge, les gens ont tendance à les catégoriser en type 2. Mais il existe aussi ce qu'on appelle le MODY, c'est-à-dire que le diabète de l'adulte, mais chez l'enfant. C'est-à-dire un enfant qui a ces cellules bêta qui fonctionnent et qui produisent de l'insuline, mais qui présente un diabète. Et ce diabète de l'adulte, mais chez l'enfant, est appelé MODY, mais c'est généralement à des représentations assez fortes, autour de 2 ou 3%. Le vrai problème, c'est par rapport à la prise en charge. C'est-à-dire que pour le diabète de type LADA, quand vous avez affaire à un adulte, vous dites que non, c'est un adulte, donc on peut commencer avec les comprimés. Malheureusement, vous vous rendez compte que rien ne va en termes de comprimés. Vous le prenez comme un diabète de type 1, donc vous faites recours à l'insuline. Comme aussi pour le MODY, c'est-à-dire que comme c'est un enfant, vous dites de première vue que c'est l'insuline que vous devez donner, alors que ça marche aussi avec
le comprimé. Donc, c'est un peu ça, en gros, la différence entre le diabète de type 1 et de type 2. Et lorsqu'on développe le diabète gestationnel, c'est-à-dire le diabète qui survient pendant la grossesse, est-ce qu'on restera diabétique ou la situation sera corrigée juste après l'accouchement? En fait, pour bien comprendre le diabète gestationnel, il faut d'abord comprendre sa définition. C'est-à-dire que c'est un diabète qui arrive pour la première fois chez une dame qui n'a jamais été diabétique et chez qui la glycémie s'élève pendant sa grossesse. C'est-à-dire que cette dame n'a jamais eu de problème de diabète et n'a jamais non plus de glycémie élevée, mais au cours de sa grossesse, on découvre que la glycémie est élevée. Donc ça, on appelle ça un diabète gestationnel. Mais il y a deux possibilités pour ce diabète. C'est-à-dire que la dame, après l'accouchement, peut redevenir normale, c'est-à-dire que vous faites le contrôle, les taux de glycémie sont dans les normes, comme aussi après l'accouchement, elle peut garder les taux de glycémie élevés et devenir diabétique. Dans ce cas, après l'accouchement, on ne va plus la catégoriser comme étant diabète gestationnel, mais là, ça devient un diabète de type 2. Alors, si elle n'est pas diabétique après son accouchement, c'est-à-dire qu'il y a une normalisation de ses glycémies après l'accouchement, et elle reste personne à risque pour développer un diabète de type 2. Donc, il faut un régime alimentaire et des mesures hygiéno-diététiques qui doivent être mises en place très tôt pour l'aider à ne pas faire un diabète de type 2 après l'accouchement. Donc, il faudrait une bonne prise en charge justement pendant que la femme est enceinte? Obligatoirement, parce que le diabète affecte aussi bien la femme enceinte et le fœtus qu'il porte. Parce que si les taux de glycémie ne sont pas bien équilibrés pendant la grossesse, l'enfant peut gagner du poids en désordre, c'est-à-dire avoir un poids important. Ça peut exposer même la dame à un accouchement par voie haute, c'est-à-dire par césarienne, ou sinon l'enfant qui serait habitué à des taux élevés de glycémie. À sa naissance, le nouveau-né peut aussi développer des hypoglycémies. Donc, c'est des enfants qui naissent parfois avec des souffrances et qu'il faut bien surveiller pour leur garantir la vie. Donc, le diabète gestationnel a également de l'incidence sur l'accouchement, mais également sur le nouveau-né. Oui, le diabète gestationnel a de l'incidence sur l'accouchement, parce que si les glycémies ne sont pas équilibrées, donc ça va déjà altérer l'état général de la femme, mais aussi l'enfant qui va naître doit être préparé pour que si l'enfant gagne du poids en désordre, il devient macrosome, donc peut-être l'accouchement par voie basse ne sera pas possible, donc ça expose la dame à une césarienne. Aussi à la naissance, l'équipe qui va accueillir l'enfant doit être formée pour que l'enfant soit sécurisé pour permettre à l'enfant de vivre bien après sa naissance, parce que sinon ça peut constituer aussi un facteur de décès de l'enfant à la naissance. Venons-en alors aux symptômes. Comment savoir qu'on est diabétique? Quels sont les signes? Pour savoir qu'on est diabétique, il y a des signes qui sont ce que nous appelons des signes cardinaux, c'est-à-dire que des signes qui sont là, mais ça dépend aussi des types de diabète. Il faut noter que quand vous avez un diabète de type 1, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir tout ce qu'il y a comme signe de diabète, mais en cas de diabète de type 2, les signes peuvent ou ne pas être là, mais c'est pendant la survenue d'une complication que vous découvrez que la personne est diabétique. Comme aussi pour le diabète gestationnel, la gestante peut ou ne pas présenter des signes de diabète, mais quand vous faites les consultations prénatales, vous faites une glycémie, vous vous rendez compte que la glycémie est élevée. Mais s'agissant des signes de diabète, il y a le premier signe qu'on a, vous avez l'asthénie physique, c'est-à-dire qu'on est faible. Il y a la polyurie, c'est-à-dire qu'on urine de grandes quantités et plusieurs fois. Il y a la polydipsie, c'est-à-dire qu'on a toujours soif alors qu'on consomme une bonne quantité d'eau. Il y a aussi l'amaigrissement. On peut aussi avoir des infections à répétition. On peut aussi avoir des troubles de vision, mais aussi l'irritabilité. Est-ce que toute infection urinogénitale à répétition chez la femme peut s'apparenter au diabète? Non, madame, parce qu'il faut tenir compte aussi de l'hygiène. Parce que le manque d'hygiène peut aussi exposer la femme à développer des infections urinaires comme les maladies sexuellement transmissibles. Ça dépend de la responsabilité. Mais la particularité en cas de diabète, ce sont des infections qui sont diagnostiquées, soignées, mais sans résultat, alors que le traitement qui est mis en place est un bon traitement. C'est alors maintenant qu'on va remonter. Mais pourquoi est-ce que cette dame qui a toujours des infections, nous la soignons très bien, elle est aussi propre, mais pourquoi il y a toujours des infections qui se répètent malgré les traitements et les mesures d'hygiène mises en place? C'est alors que quand on fait les contrôles, qu'on découvre qu'elle a peut-être un diabète qu'elle n'avait jamais identifié, et que quand on pose des diagnostics, on équilibre son taux de cycle et on voit cette fois-là les traitements mis en place contre l'infection urinaire réussir et ça fait le bonheur de la patiente. Et comment pose-t-on les diagnostics du diabète? Pour poser les diagnostics du diabète,
le moyen qui existe, c'est la glycémie, c'est-à-dire on dose le taux du sucre dans le sang. Comme nous l'avons dit, la définition du diabète, c'est une augmentation chronique du taux de sucre dans le sang. Donc, pour poser le diagnostic du diabète, vous devez doser ce sucre dans le sang. C'est ce que nous appelons la glycémie et on le fait au moyen du glycomètre. Là, ce qu'il faudra noter, c'est qu'il y a des seuils pour dire que la personne est diabétique ou pas. C'est-à-dire que lorsqu'on a des taux de glycémie au-delà de 126 mg par décilitre, on peut être déclaré diabétique si à ces taux de sucre s'associent des signes cardinaux de diabète. Mais lorsque vous recevez un patient qui ne présente pas de signes francs de diabète, mais avec un taux de glycémie élevé, il faut répéter la glycémie une deuxième fois pour confirmer qu'on est diabétique. Et de là aussi, il faut tenir compte de l'anamnèse parce qu'il y a des circonstances de la vie qui peuvent aussi faire que le taux de sucre augmente. Parfois, parmi ces circonstances, on peut avoir un stress passager, mais qui fait que le taux de sucre soit aussi élevé. Comme il y a aussi certaines maladies qui font augmenter les taux de sucre, mais quand vous juguez l'infection, la glycémie se régularise. Donc c'est comme ça. Pour déclarer que la personne est diabétique, le seul taux de 126 mg par décilitre ne suffit pas. Il faut que cela soit associé aux signes cardinaux du diabète. Sinon, vous répétez la glycémie une deuxième fois pour se rassurer que c'est réellement une hyperglycémie chronique pour se rapprocher de la définition du diabète. Et la prise en charge, comment est-ce qu'elle est organisée? La prise en charge du diabète? La prise en charge du diabète, elle est multidisciplinaire, dans la mesure où il y a des mesures hygiéno-diététiques et il y a des mesures médicamenteuses. C'est-à-dire que la prise en charge du diabète ne tient pas seulement compte de médicaments, mais il y a de l'éducation qu'il faut donner aux patients et parce qu'il y a des comportements que les patients doivent changer pour son équilibre. Donc, c'est comme ça que le premier palier de la prise en charge du diabète, c'est l'éducation. Dans cette éducation, on fait comprendre aux patients c'est quoi le diabète. Il faut noter, madame, que lorsque vous annoncez le diagnostic du diabète pour la première fois dans votre vie, c'est un stress. Vous pouvez même présenter une dépression. Pour la simple raison que vous avez vu des diabètes à vos côtés, sinon dans votre propre famille, qui ont eu à souffrir des complications du diabète. Et le premier réflexe qu'on a, c'est que ce que j'ai vécu dans mon oncle, ma tante ou mon voisin, sera bientôt ce que moi-même je vais vivre. Alors, ça devient un stress. Il y a des gens qui croient même que l'espérance de vie est raccourcie. C'est plusieurs questions qu'on se pose. Donc, c'est comme ça le premier responsable pour rassurer les patients, c'est le médecin qui pose le diagnostic. Donc, c'est comme ça qu'on passe par l'éducation et pendant ces moments d'éducation, c'est alors qu'on instruit le diabétique comment il doit se prendre en charge. On l'explique c'est quoi et comment il doit se prendre en charge. On profite de ces moments d'éducation pour aussi définir son régime alimentaire et la place des mesures hygiéno-diététiques telles que l'exercice physique. Et ce n'est qu'après qu'on passe au palier médicaments. Il faut noter qu'il y a des diabétiques qui ne sont équilibrés que rien qu'avec la bonne éducation. Ils modifient sa façon de vivre, c'est-à-dire que l'exercice physique, il augmente un peu d'heures d'exercice physique, il évite de consommer tout ce qui pouvait l'exposer à un taux élevé de sucre, et rien qu'avec des mesures hygiéno-diététiques, le patient vous revient quelques temps après, vous avez réellement l'impression que tout semble aller. Donc, tout diabétique déclaré n'est pas soigné avec les médicaments. Il y en a qui ne sont soignés que par des mesures hygiéno-diététiques, comme il y en a chez qui on associe aussi bien les mesures hygiéno-diététiques qu'aux médicaments. Et le traitement dépend du type de diabète. Tout à fait. Donc, il y en a chez qui on met d'emblée l'insuline, comme il y en a en cas de diabète de type 2, vous commencez avec le comprimé et il y a des paliers pour arriver jusqu'à atteindre l'équilibre. Donc, parlons de la prise en charge du diabète. Vous avez également évoqué l'alimentation. Alors, quel régime alimentaire pour un diabétique? Nous avons posé la question à Mutamba Poyotapo. Il est nutritionniste, on l'écoute. Et puis, on va se retrouver tout juste après. Quels sont les aliments que le diabétique doit consommer? Ce sont les aliments qui ne peuvent pas ou qui ne doivent pas augmenter le taux de sucre rapidement dans le corps. Et ça veut dire il faut qu'il mange des sucres à absorption lente. J'ai dit sucre parce que c'est ça le terme que tout le monde peut facilement comprendre. Nous parlons en termes de glucides. Ce sont des glucides à absorption lente que nous recommandons à ce que le malade puisse consommer. Qu'est-ce qui apporte les glucides à absorption lente? La première des choses, c'est que
nous parlons de tubercules. Les tubercules, à poids égal avec les céréales et les autres aliments glucidiques, apportent un taux de glucides généralement bas, pendant qu'ils permettent de rassasier la personne. C'est quoi ces tubercules? Nous parlons du manioc tubercule qu'on peut préparer dans des conditions tout à fait normales. On prépare le manioc tubercule et on sert le malade pour qu'il puisse consommer avec d'autres aliments. Ça peut être, ça va vous étonner, les bananes plantains. Souvent les gens disent, bon, les bananes plantains non mûres. Bon, c'est plus psychologique de parler des bananes plantains non mûres que ce que nous entendons sur le plan scientifique. Les bananes plantains, à poids égal, apportent peu de glucides dans le régime de la personne. Les patates douces. Les gens disent, mais les patates douces sont sucrées. Dans la place, il faut manger les moments. Non, c'est pas vrai. Nous parlons scientifiquement. Nous ne parlons pas par présomption. Par présomption, c'est ce que nous voyons dans la communauté. Les gens qui disent la patate douce comme elle est sucrée, la banane plantain comme elle est sucrée, c'est qu'il ne faut pas manger ça, ça va apporter beaucoup de sucre. C'est faux. C'est que quand on respecte les proportions qui sont recommandées, la banane plantain, la patate douce peuvent être prescrites tout à fait normalement chez les diabétiques pour qu'ils puissent consommer. Il y a le moment, évidemment, que les gens adorent. À ce moment-là, ça passe sans que ça pose problème. Mais il y a aussi d'autres aliments que nous conseillons. Parmi les céréales, nous disons, nous conseillons le maïs, la farine de maïs non tamisée. Bon, ça paraît un peu bizarre. Mais pourquoi non tamisée? Parce que oui, c'est ça que je dis que ça paraît bizarre. C'est parce que quand vous tamisez, vous enlevez les particules non digestibles du maïs. Et à ce moment-là, ça va faire que vous n'allez avoir que les parties amidon que la personne va manger, et en mangeant ça, le taux de sucre peut monter plus rapidement dans le sang après avoir consommé ça. C'est pour cela que nous disons il faut que le malade consomme le maïs, la farine de maïs non tamisée. Ce non tamisage va faire que l'absorption du sucre va être ralentie. C'est pour cela que nous demandons cela. Mais maintenant, en dehors de ce maïs non tamisé, nous disons que le riz, la farine de manioc sont tolérés. Il y a ce qui est autorisé, il y a ce qui est toléré. C'est toléré, mais dans des proportions suffisamment restreintes pour que la personne ne dépasse pas le taux de sucre voulu dans le sang. Il ne doit pas prendre des boissons sucrées. C'est interdit. Il ne doit pas prendre de l'alcool. Docteur, bienvenue Nzouzi. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Kwanzambi. Vous avez suivi le nutritionniste. Est-ce que vous avez un commentaire? Bien sûr, madame. L'alimentation a une place importante dans la prise en charge du diabète. Nous allons peut-être faire mention de cela. Il faut noter que ce qui est plus difficile à gérer dans le diabète, ce sont les complications. Et les complications ne surviennent que quand le diabète n'est pas équilibré. Et un des paliers importants dans l'équilibre, c'est le régime alimentaire, tel qu'il l'a dit. Mais là, ce que je voulais aussi ajouter, c'est plus les heures de repas. Nous avons des habitudes ici à Kinshasa où nous quittons nos maisons stressées, surtout quand il y a des embouteillages.
nous ne prenons pas assez le temps pour manger, on prend de l'eau, un peu d'arachide, citons des boissons sucrées, et c'est le soir que nous rentrons consommer de grandes quantités, comme il a dit, de foufou. Parfois à des heures tardives. À des heures tardives, c'est toxique et cela n'est pas recommandé. Aujourd'hui, l'OMS dit qu'un homme équilibré doit manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un mendiant le soir. Ça veut tout simplement dire que nous devons bien manger le matin, bien manger à midi et manger peu le soir. Pourquoi? À quelques exceptions près, c'est plus pendant la journée que nous dépassons de l'énergie. Et cette énergie que nous dépensons doit avoir une source sûre. Et la source sûre, c'est les aliments que nous ingérons. Mais quand nous ne mangeons pas assez bien la journée et que nous travaillons beaucoup, nous accumulons des déchets parce que la source que nous avons sollicitée pour notre énergie n'est pas une source crédible. Je peux donner l'exemple, c'est quand il n'y a pas, par exemple, d'électricité dans votre quartier et que vous décidez de présenter un repas à midi. Vous allez faire recours au braise, sinon boire du chauffage. La différence, c'est par rapport à la marmite. Celui qui a utilisé l'électricité, quand on va voir sa marmite de l'extérieur, elle va paraître propre. Alors que celui qui aura utilisé le bois de chauffage, on va trouver réellement que la marmite sera sale. Pourquoi? Parce qu'elle a utilisé une autre source que l'électricité. Mais in fine, vous avez tous le repas qui est prêt à midi. Ça veut dire quoi? Quand vous n'avez pas donné de l'énergie de bonne qualité à votre organisme et que vous faites recours aux sources endogènes qui vont encore produire des déchets, donc vous augmentez la toxicité dans votre organisme. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé de très bien manger le matin, aussi bien à midi, et surtout d'éviter de trop manger le soir. Parce qu'il y a des gens qui se plaignent, qui sont toujours fatigués au réveil. Mais maintenant, vous avez travaillé toute la journée. Vous arrivez chez vous à 22 heures et vous consommez une grande quantité de foufou. Rassurez-vous que quand vous serez au lit, le cerveau ne sera pas au repos parce qu'il sera obligé de contrôler la digestion. Il doit se rassurer quelle est la quantité qui est arrivée au niveau des cheveux, au niveau des ongles, au niveau des orteils. C'est peut-être autour de 4 heures du matin que le cerveau va se réveiller. Après, toi-même, tu vas te réveiller. C'est autour de 4 heures du matin que le cerveau va se reposer. Et toi, tu te réveilles à 5h30. Tu commences encore à solliciter ce cerveau. Donc, c'est comme ça que quand vous avez fait cet exercice plusieurs années, c'est comme ça que vous voyez que parfois, il y a la survenue des maladies métaboliques. Donc, nous devons d'ailleurs, les Chinois disent, si tu ne manges pas avec ton cerveau, tu creuses ta tombe avec le dent. Donc, nous devons être assez intelligents lorsque nous mangeons. Et les heures de repas ont leur place, non seulement les heures, mais les quantités. Donc, nous devons éviter ces habitudes qui nous obligent de consommer les 90% de notre ration calorique le soir. Nous devons plus le faire aussi bien le matin qu'à midi et que nous devons moins consommer le soir pour avoir un sommeil aussi de bonne qualité. Mais entre-temps, les patients diabétiques, on les a également rencontrés et ils évoquent des difficultés qu'ils éprouvent pour se procurer de l'insuline. L'équipe de Congo Buzz Télévision est allée à leur rencontre. On va donc les écouter. On va se retrouver juste après. Ok, merci beaucoup. Par rapport à ma produit, moi, vraiment, à te bélis à limiter. Puisqu'il y a un diabétique, au moins chaque jour à Zouaka, Tonganayo ou bien qui s'est à Zouaka, chaque jour peut-être midi, matin, soir. Alors que ceux qui ont moins zaté, c'est peu qui à cause de problème de la santé. Moi, je pense que la maladie est chronique. L'État, il faut avoir une prise en charge, pas à l'État. La maladie est aussi la souvent montée et la tension, diabète, et la maladie quand tu viens ici, au futur, bon, il y a rendez-vous, tout ça, on a la charge, en tout cas, vraiment, il y a des difficultés au bâtiment pour t'en enlever. Tout en difficulté, moi, ma casse parce que, qui ça va te diabète, ils ont cher, mingi. Ce qui est aussi un peu dans le gouvernement, le col a prise à charge, il y a un sida. Ameka pe ko début so bato ya diabétique pona kotia ta bakisi neti na hôpital ya mbabiso neti armée du Sali bakisi pona ko début so ata moke po bakisi nango eza trop cher ya onde difficulté penda makasi tozana ngwangwana difficulté siko ya kisi ozomona bato ya sida bango baza na privilège bazalaka bazwaka kisi gratuitement biso nyonso maladie chronique esilaka te mais na nkambo na biso na kamwaka prise en charge ezalaka biso moko bato ebele bazokufa par manque de possibilité so bapesi biso ordonnance nga moko nasomba bakisi na foin na nga moko bon soki
soki nasombi bakisi wana na bandomela soki esili ndenge apesanga nde mosusu rendez-vous ya après 1 mois mpo nayaki na 2e mois 11e mois nayaki te naye na 2e mois le 8 nga moko nasupportaka bakisi na wana soki akoki kosonga biso akoko apartir ya badon batindela bakoko tinda badon na bamédecin bakoko wana ekoki koede biso bamalade mpo bamiso baza na possibilité te. Docteur Bienvenu Nzuzi, est-ce que vous avez un commentaire? Oui, le commentaire à faire, c'est par rapport à ce que Adam a déclaré, que nos patients ont d'énormes difficultés pour s'approvisionner en insuline pour 2 raisons. La première raison, c'est les coûts, mais aussi un problème de disponibilité. Bon, par rapport à la disponibilité, je crois tout a été mis en place pour que cela ne soit plus un problème. Nous avons eu certainement à voir ces problèmes les semaines passées, mais à ce jour, tout a été normalisé. Mais le vrai problème aussi, c'est le problème du coût. Au-delà du coût, il y a aussi un autre problème, c'est, comme je l'ai dit, le vrai problème, quand on prend en charge un diabétique, c'est d'aider le diabétique à avoir un diabète qui soit équilibré. C'est à ce prix-là que vous garantissez au diabétique de mener une vie sans complications. Parce que la vie avec complications du diabète, c'est pas facile. Mais qu'est-ce que nous constatons? Quand le patient se rend compte qu'il faut 2 flacons d'insuline par rapport au traitement prescrit par le médecin, et que par rapport aux moyens qu'il a, il ne peut acheter qu'un flacon. Si le médecin avait prescrit 20 unités d'insuline matin et soir, de lui-même, le patient divise la dose par 2. Il réduit carrément. Il réduit la dose parce que pour lui, l'important, c'est d'avoir une couverture mensuelle. Alors que ce qui est important ici, ce n'est pas la couverture en termes de prise en charge, mais les objectifs thérapeutiques pour atteindre l'équilibre du diabète. Donc, il y a un sérieux problème par rapport à ça. Mais s'agissant aussi à la provision, c'est comme ça que nous, dans la Fondation Kwanzambi, nous disons ceci, que nous devons apporter un plus dans la santé des Congolais, mais en agissant sur les déterminants sociaux, principalement les statuts socio-économiques. Parce que quand les gens ont un revenu sûr par rapport à l'horaire, et un revenu qui les permette de vivre, ils peuvent mutualiser pour avoir des mutuelles de santé. C'est à ce prix-là qu'on peut aussi avoir sa charge être allégée. Donc c'est comme ça qu'au niveau de la Fondation Kwanzambi, nous sommes en train vraiment de travailler sur ça pour que dans les années à venir, que ces problèmes ne puissent pas se poser. Mais là aussi, je vais insister, parce que nous sommes maintenant au mois de décembre, bientôt ce sont les fêtes. Qu'est-ce que nous constatons généralement? Nous avons des diabétiques comme les nutritionnistes que j'ai salués en passant, à bien souder qu'il faut éviter le tabac et l'alcool. Mais il y a des gens qui veulent bien se faire plaisir pendant les fêtes. Qu'est-ce que nos patients font généralement? Comme il sait que le 25, il va boire, aussi bien le 31, le 2, le 4, il arrête de prendre le médicament à partir déjà du 24, parce qu'il dit que non, si je prends les médicaments avec l'alcool, ça peut me créer des problèmes. Il abandonne le médicament et se met à consommer de l'alcool comme tout le monde. Ce qui est encore très dangereux pour 2 raisons. 1, l'alcool qu'il est en train de consommer va faire augmenter les taux de sucre. L'environnement pendant les fêtes, c'est des bruits, c'est vraiment du stress avec les embouteillages. Mais entre-temps, il ne consomme pas non plus, il ne prend pas non plus correctement le médicament qui est mis en place. Qu'est-ce qui arrive? Ce sont des comportements à risque. Des comportements à risque, c'est comme ça qu'il y a beaucoup de déboires au mois de janvier. Vous allez voir 60% des diabétiques qui vous reviennent avec des diabètes déséquilibrés. Il y en a même qui viennent en coma, tout simplement parce que le taux de sucre a été tellement élevé qu'il a même perdu connaissance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su bien gérer le traitement, parce qu'il voulait se faire plaisir. Donc c'est là nous lançons l'appel à nos diabétiques. Les fêtes sont là pour notre bien-être. N'abandonnez pas le médicament. Prenez votre médicament. Fêtez avec vos médicaments. Et c'est ça le plaisir et le bonheur. Alors, quels sont les facteurs des risques du diabète? En d'autres termes, qu'est-ce qui peut prédisposer une personne à développer le diabète? Madame, merci beaucoup pour la question. En fait, c'est là où nous devons beaucoup insister, parce que c'est sur ça que nous devons agir pour éviter l'augmentation du nombre de diabétiques, que nous n'avons pas toujours la possibilité de bien gérer. En fait, par rapport aux facteurs de risque, il faut noter qu'il y a 2 types de facteurs. Il y a des facteurs qui sont modifiables et des facteurs qui sont non modifiables. Quand nous parlons des facteurs non modifiables, ce sont des facteurs sur lesquels nous ne pouvons rien faire. Il s'agit bien de l'âge. Bientôt, c'est 2023. Donc, nous aurons tous une année de plus. Personne ne va refuser d'avoir une année de plus parce que déjà la nature nous l'oblige. Alors que nous l'avons dit que les diabètes qui posent problème par rapport à son incidence, c'est le diabète de type 2. La survenue, c'est aussi l'âge, c'est
au-delà des 40 ans. Et généralement, quand vous voyez la concentration de la surveillance, c'est autour des 65 ans. Donc, une année de plus, c'est un pas vers le diabète. Donc ça, vous ne savez rien faire. Mais il y a aussi l'hérédité. Quand vous êtes issu de familles où il y a des diabétiques, vous êtes aussi exposé à faire le diabète si vous avez hérité de vos parents le gène qui vous expose à faire le diabète. Mais ce qui est intéressant pour ça, c'est que ne faites pas le diabète qui veut. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir tous les facteurs de risque réunis, mais vous avez la possibilité d'agir sur les facteurs modifiables et de vivre toute la vie sans devenir diabétique. Donc c'est comme ça que vous remarquez qu'il y a des gens qui sont de vrais jumeaux. L'un des jumeaux a souffert du diabète, alors que l'autre a passé toute sa vie sans être diabétique. Parmi les facteurs modifiables, nous avons la sédentarité. Donc la sédentarité, c'est le cumul de temps pendant lequel vous restez assis en 24 heures. Généralement, lorsque vous restez assis pendant 7 heures ou plus, vous êtes sédentaire. Donc quand vous menez votre vie en étant sédentaire, rassurez-vous que vous vous exposez à des maladies métaboliques comme le diabète. Il y a aussi l'obésité et son ami, le surpoids. Il y a aussi la mauvaise alimentation. Il y a aussi le tabagisme qu'il faut éviter, mais aussi savoir aussi bien contrôler les stress. Donc ça, ce sont des facteurs sur lesquels, avec notre responsabilité, nous pouvons agir et quel que soit ce que nous avons hérité en termes de facteurs non modifiables, c'est-à-dire l'âge et l'hérédité, mais si nous gérons bien les facteurs modifiables, nous pouvons bien vivre notre vie sans faire le diabète, quoi qu'il y ait des diabétiques dans la famille. Vous l'avez dit, docteur, côté âge et côté hérédité, on ne peut malheureusement rien faire, mais qu'en revanche, on peut travailler sur des facteurs tels que l'obésité, la sédentarité. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à nos téléspectateurs? Oui, nous avons des conseils. Je commence d'abord par l'obésité. Il est regrettable que dans notre société, les gens confondent l'obésité et la beauté. C'est-à-dire que quand une femme gagne du poids, elle est heureuse d'avoir l'impression que quand elle s'émire, elle est devenue plus belle. Et même chose pour les hommes. Quand un homme commence à gagner du poids, c'est la belle famille qui jette des fleurs. C'est la belle fille qui sait réellement s'occuper de notre fils. Elle prend bien soin de son mari. Malheureusement, à un certain niveau, il expose leur fils à un diabète qui pourra peut-être jouer contre son espérance de vie. Donc, nous devons contrôler notre vie et ne pas gagner du poids en désordre. Nous devons agir sur l'obésité. Et là, nous voulons insister sur nos jeunes dames qui aiment bien prendre des médicaments pour gagner du poids. Pour leur dire qu'ils sont exposés doublement. Pour la simple raison que les médicaments qu'elles prennent peuvent les exposer à faire un diabète secondaire à ces médicaments-là, mais aussi l'obésité auquel ils sont bénéficiaires. L'obésité peut devenir un autre facteur qui peut les exposer à devenir diabétiques. Mais par rapport à la sédentarité, il est recommandé que nous puissions avoir au moins 30 minutes d'activité physique régulière. C'est à ce prix-là que nous allons nous protéger de la sédentarité. Donc nous devons changer notre comportement en devenant un peu plus actifs. Et là, nous voulons aussi insister parce que nous sommes en train de remarquer que les gens commencent à devenir sédentaires très tôt. Les années passées, c'est quand on a un travail, quand on est en train un peu plus adulte, qu'on est obligé de rester assis. Parce que quand on est enfant, on doit jouer, on est en mouvement. Mais malheureusement, aujourd'hui, quand vous voyez nos enfants, il y a des enfants qui sont dans des quartiers, il n'y a même pas de terrain de jeu. Le seul terrain qu'ils ont, c'est l'avenue où passent les véhicules et les motos. Même des terrains de foot sont spoliés. Sont spoliés et c'est regrettable. Les quelques enfants qui ont la possibilité d'être en mouvement le week-end, c'est des enfants pour qui les parents ont payé. Alors que d'autres, 80% des familles n'ont pas de l'argent pour payer pour l'activité physique de leurs enfants. Mais aussi, il faut se dire que de manière naturelle, nous, quand on était enfants, c'était parfois, on jouait à la corde, on était en mouvement. Mais aujourd'hui, le premier cadeau qu'on fait à son enfant, c'est une tablette où il y a tous les jeux. Donc l'enfant reste assis 24 heures en train de jouer avec la tablette et les parents disent que l'enfant est en train de jouer. Oui, mais cet enfant est sédentaire. Imaginez que l'enfant devienne sédentaire à l'âge de 3-5 ans et qu'elle garde cette attitude. Donc c'est toute la vie. C'est toute la vie. C'est comme ça, vous allez voir que dans les années à venir, nous allons voir beaucoup même de diabète de type 2 qui va commencer à survenir chez des gens un peu plus tôt. Donc nous devons vraiment encourager l'activité physique et surtout insister, parce qu'il y a même des écoles où il n'y a pas d'espace pour la gymnastique, ce qui est encore regrettable. Donc nous devons encourager la culture de l'exercice physique très tôt, parce que ces enfants qui ont 8 ans aujourd'hui, 32 ans plus tard, ils auront 40 ans. Mais s'ils n'ont pas appris l'activité physique, ils seront sédentaires toute leur vie et c'est difficile à gérer. Et quelles sont à long terme les complications liées au diabète? Quels sont les dangers du diabète, les complications qui sont liées au diabète? Le diabète entraîne des complications. Comme je l'ai dit,
la source de toute complication chez les diabétiques, c'est le manque d'équilibre. C'est-à-dire que l'objectif ultime de la prise en charge d'un diabétique, c'est d'aider le diabétique à retrouver l'équilibre. Quand un diabétique est équilibré, c'est-à-dire qu'il vit comme tout le monde. C'est-à-dire que l'organisme ne réagit que par rapport aux glycémies qui sont présentées. Tu peux être diabétique, mais chaque jour, tu te réveilles, tu as une glycémie à 80. Tu es comme celui qui n'est pas diabétique, qui a une glycémie à 80. La seule différence, c'est que toi, au prix des sacrifices et des médicaments, que tu as les 80, mais l'autre, il a tout fait. C'est comme ça que vous voyez des gens, j'ai même l'expérience d'un de nos patients qui a commencé le diabète à l'âge de 30 ans, qui a aujourd'hui 80 ans, sans complications, tout simplement parce qu'il est équilibré. Donc, la discipline. Donc, la discipline du malade aussi compte. La discipline du malade compte, la disponibilité des médicaments, mais aussi le bon choix des traitements. C'est comme ça, il faut consulter le spécialiste parce que votre vie en dépend. Il ne faut pas ne consulter n'importe qui, il ne faut pas écouter n'importe qui parce que, quel que soit ce que vous faites, si votre diabète n'est pas équilibré, vous êtes à la merci des complications. Et les complications sont des deux autres. Nous avons des complications aiguës et des complications chroniques. Les complications aiguës sont l'expression même de la définition du diabète. C'est-à-dire que quand le taux de sucre augmente trop, c'est-à-dire que vous avez des hyperglycémies, vous avez des complications qui peuvent se traduire par des comas. Donc, on peut voir des malades faire le coma tout simplement parce que le taux de sucre a été très élevé. Alors, les comas sont de deux types. Quand c'est le taux de sucre élevé, on peut avoir des comas hyperosmodiques, on peut avoir des comas par acidocétose, on peut avoir ce qui est rare dans notre contexte, mais des comas par acidose lactique. Mais le coma le plus compliqué à gérer, c'est les comas hypoglycémiques. C'est-à-dire que dans ces cas, c'est le taux de sucre qui diminue. Notez, madame, que le corps, pour battre le cerveau, pour fonctionner, ils ont besoin de l'énergie. Lorsque le cœur et le cerveau sont privés de cette énergie pendant 2 secondes, si vous n'avez pas la grâce, vous partez pour ne plus revenir. Et c'est comme ça nous disons que les gens doivent avoir à l'esprit des signes de l'hypoglycémie, c'est-à-dire que la baisse du taux de sucre, et savoir qu'est-ce qui peut entraîner l'hypoglycémie. Et dans ces cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le taux de sucre baisse, donc il faut seulement augmenter le taux de sucre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger. Alors, il faut noter qu'il y a des signes qui vous traduisent que le taux de sucre est en train de baisser. Il y a des signes d'alerte que les gens doivent connaître. Comme quoi? Vous avez des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête. Vous avez des vertiges. L'asthénie est naturelle. Quand on a faim, on n'est pas fort. Il y a même l'irritabilité. Vous pouvez commencer à frapper ou à répondre de manière impolie aux gens. Les gens croient que vous êtes impoli alors que c'est parce que vous êtes seulement en train de sombrer en hypoglycémie. Il y a aussi la transpiration profuse. Il y a aussi les troubles de comportement. Et quand vous avez ces signes, s'il vous plaît, arrêtez ce que vous faites, mangez. Il peut aussi arriver que vous n'avez rien à manger à ce temps-là. C'est comme ça que notre nutritionniste a noté qu'il y a des histoires qui sont interdites, mais qui peuvent être utilisées comme recours pour une bonne prise en charge. Les cas de boissons sucrées. Les boissons sucrées pour les diabétiques, nous disons qu'un diabétique peut consommer une boisson sucrée lorsque son taux de sucre est très bas, lorsqu'il est en hypoglycémie, qu'autour de lui, il n'y a rien pour faire augmenter rapidement les taux de sucre. Mais vous pouvez aussi, ça peut vous arriver à 2 heures du matin et vous n'avez pas un frigo, vous n'avez pas de boisson sucrée chez vous. Vous pouvez prendre même le sucre, l'introduire dans la bouche du diabétique et vous allez sauver des vies. Ce sont des gestes qui sauvent. Ce sont des gestes que tous les diabétiques doivent connaître, aussi bien leurs environnements. Il est aussi recommandé quand vous travaillez quelque part, il faut avoir l'habitude qu'un de vos confrères puisse être informé parce que ça peut vous... De votre état lorsque vous êtes diabétique. Oui. Nous avons 2 cas. Il y avait un grand monsieur qui a sombré en pleine conférence parce qu'il ne devait pas se lever parce que les autorités qui étaient là, la politesse l'exigeait, alors que c'était déjà 13 heures qu'il fallait manger. C'est comme ça nous disons aux gens, même quand vous êtes dans des conférences où vous savez quand ça commence, vous ne savez pas quand ça termine, ayez des biscuits, des bonbons dans vos poches. Prendre des précautions. Oui, il faut prendre des précautions. Nous avons eu aussi à sauver un serviteur de Dieu qui allait sombrer, il fêtait ses 15 ans d'anniversaire. Le culte a commencé à 8 heures avec l'intention que ça prenne fin à 13 heures, mais avec le bonheur et le plaisir qu'a procuré le culte, ils sont arrivés autour de 15h30. Et le pasteur commençait à sombrer. Heureusement pour lui, son diacre savait qu'il était diabétique. Il a pris des précautions de le déplacer sans scandaliser l'église et de l'amener à la permanence où il y avait un sucre qui l'attendait. On a sauvé le pasteur sans prier. Alors que si cet état n'était pas fait, le pasteur serait mort. On dirait que
comme c'était son 15e anniversaire et les gens étaient contre lui, peut-être un empoisonnement, alors qu'il n'y avait rien d'empoisonnement. C'est pour ça que nous insistons sur l'éducation. Ça, c'est par rapport aux complications aiguës. Mais les complications chroniques, nous les avons. Le diabète peut exposer aux AVC. Il y a des rétinopathies diabétiques. C'est-à-dire qu'il y a un bon pourcentage de gens qui sont aveugles aujourd'hui, c'est à cause du diabète. Donc c'est comme ça que nous devons très bien soigner les diabétiques pour qu'ils ne puissent pas sombrer et perdre leur vue. Il y a aussi... Allez-y. Oui, il y a aussi le rein. On peut souffrir de néphropathie diabétique jusqu'à l'insuffisance rénale. Mais il y a aussi des neuropathies périphériques, c'est-à-dire que des gens qui ont toujours des chaleurs au niveau des pieds, et qui prennent tout sans être soulagés. Et chez les hommes, ça peut même entraîner une asthénie sexuelle, une faiblesse sexuelle. Mais aussi, on peut avoir des plaies qui ne cicatrisent pas au niveau des pieds, qui peuvent conduire jusqu'à des amputations. Donc, le diabète, c'est aussi une grande source d'amputation et d'infirmité. Donc, c'est comme ça que nous insistons sur le bon traitement qui nous protège pour ne pas arriver jusqu'au stade des complications. Alors, la question qui est sur toutes les lèvres, c'est celle de savoir, est-ce qu'on peut guérir du diabète? Est-ce qu'on peut guérir du diabète? C'est une très bonne question que nos patients nous posent tous les jours. Nous disons, on ne peut pas guérir du diabète, mais on peut être équilibré de son diabète. C'est là la nuance. Je suis parfois scandalisé quand je vois des patients qui vont en médecine traditionnelle témoigner qu'ils ont été guéris de leur diabète. Le premier réflexe, c'est de prendre une boisson sucrée, même 2 ou 3 litres pour prouver que j'étais diabétique, je suis guéri, je peux prendre ici comme je veux. Non. Nous disons que le diabète, c'est une maladie métabolique. Et le régime alimentaire pour nous fait partie des paliers de prise en charge. C'est-à-dire que même quand le diabétique est équilibré, nous disons que attention, tu es toujours diabétique, même si tu ne prends rien. Le fait de respecter le régime alimentaire et d'assainir ton environnement, c'est aussi un traitement. Pourquoi nous le disons? Parce que ça peut aussi arriver que la personne arrive à l'hôpital. Si la personne sait qu'elle est déjà guérie de son diabète, quand on va lui poser la question de savoir si elle est diabétique, il va dire non. Ça va aussi désorienter le médecin qui va le prendre en charge. Mais aussi, nous disons ceci, parce que dans le diabète, il y a ce que nous appelons la lune de miel. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait 2 ou 3 mois de diabète et qui ont fait 7 ans sans prendre les médicaments. Ça existe. Mais nous ne disons pas qu'ils sont guéris de leur diabète. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait toujours une surveillance pour leur propre sécurité. Donc, c'est ce que nous disons toujours à nos patients. Quand on est diabétique à vie. Mais on n'est pas obligé de prendre le médicament toute la vie. C'est ça la différence. Même quand on ne prend pas le médicament, le fait de respecter le régime, c'est aussi un médicament. Et le fait d'être prudent et regardant, ça vous permet d'être en sécurité. Puisqu'on ne guérit pas du diabète, quelle est la bonne conduite à tenir pour bien vivre avec son diabète et se mettre à l'abri de toutes les complications que vous avez évoquées? Pour bien vivre avec son diabète, il y a ce que nous appelons chez nous, il y a un triangle, il y a un sommet, il y a la base. C'est-à-dire qu'il y a le patient lui-même, il y a son environnement et il y a aussi l'équipe de prise en charge. Il faut que chacun fasse bien son travail à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'il faut tomber entre les mains de quelqu'un qui connaît, qui vous oriente très bien. Aussi que de vous-même, vous devez être conscient de votre pathologie et accepter ce qu'on vous dit et de les appliquer. Aussi que l'environnement puisse vous aider. Parce que nous avons aussi remarqué qu'il y a beaucoup de déboires, tout simplement parce que les gens considèrent que c'est une maladie honteuse, ils refusent de partager. Et aussi l'environnement ne nous aide pas assez. Il y a des gens qui, au lieu de poser la question au médecin pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, ils se font troubler par les informations parfois des réseaux sociaux qui n'ont pas bien contrôlé, sinon des voisins qui leur racontent n'importe quoi. Donc c'est comme ça qu'un diabétique doit avoir confiance à l'équipe de sa prise en charge et poser toutes les questions en vue de trouver solution. Et aussi, il y a des stress qui dépendent de nous-mêmes. Il y a des gens qui par essence sont conflictuels. Vous créez vous-même des problèmes et quand les conséquences des problèmes retombent sur vous, c'est le diabète qui est déséquilibré. Donc quand on est diabétique, on doit aussi savoir bien vivre, savoir faire les bons choix. Et aussi parfois choisir ce qui est essentiel et ce qui est important. Parce que le stress peut vous déséquilibrer et quand vous êtes en compétition tous les jours, il faut savoir qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il ne faut pas garder. Donc, pour éviter les complications, il faut que le diabète soit équilibré. Quels que soient les sacrifices que vous faites, si le traitement mis en place ne vous permet pas d'avoir un diabète équilibré, vous êtes à la merci des complications. Docteur Bienvenue Djouzi, cette émission va bientôt se terminer, mais actuellement, on parle de 500 000 à 800 000 diabétiques qui ignorent complètement leur état
Ne pensez-vous pas qu'il est grand temps pour recourir à la sensibilisation? Oui, il est grand temps pour recourir à la sensibilisation. Ça, c'est très important. Mais aussi de mettre le moyen et de changer des habitudes. La glycémie aujourd'hui n'est plus un luxe. C'est-à-dire on peut faire une glycémie à temps et à contre-temps. D'ailleurs, j'ai tenté de faire rire un papa qui a tenté d'élaborer la facture de la dot pour les malades de sa fille. Je dis, mais en fait, tu demandes des paquets de cigarettes pour envoyer à tes grands-parents au village alors qu'on dit que le tabac tue. Tu peux demander à la place des paquets de cigarettes un glycomètre. Tu auras sauvé tout ton village qui ferait des glycémies. Vous saurez qui est diabétique au village et qui ne l'est pas. Donc aujourd'hui, c'est la sensibilisation, mais aussi la culture. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de savoir ne fût-ce que leur taux de glycémie. Donc nous devons faire de la glycémie un examen de routine et nous devons savoir que le diabète a ses principes et quand nous sommes dans ces principes, le diabète ne crée aucun problème. Donc il faudrait également penser à des campagnes de dépistage volontaire comme on les fait pour les sida. Oui, il faut penser à ces campagnes. Il y en a déjà assez, mais il faut encore davantage y travailler pour qu'il y ait plus de sensibilisation. Alors, merci, docteur Bienvenue pour toutes ces informations combien intéressantes. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Kwanzambi. C'est également la fin de cette émission qui était consacrée au diabète. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Allo Docteur avec les mêmes plaisirs. Au revoir.